Merci pour cette introduction. Merci aussi pour cette invitation. Je suis très honorée de me tenir devant vous aujourd'hui. Merci Michel de m'avoir fait confiance. En plus, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir parler publiquement d'un sujet dont j'ai pas si souvent que ça l'occasion de parler publiquement, puisque généralement je parle plutôt de conditions de travail, de sens au travail, de reconnaissance, etc. Et aujourd'hui, avec vous, je voudrais parler en fait d'un sujet qui pâtit d'une apparente complexité, ainsi que de divers processus d'invisibilisation et qui du coup peinent à s'imposer un petit peu dans le débat public. Et ce dont je voudrais vous parler, c'est de l'indemnisation des dégâts qui sont produits par le travail, telle que cette indemnisation est prévue par la sécurité sociale. Alors ça peut paraître technique de prime abord, mais disons que le sens que je mets derrière tout ça, c'est que la première des injustices, c'est le fait que le travail abîme la santé, et la seconde, c'est qu'on ne reconnaisse pas les dégâts du travail. Donc dans la reconnaissance, il y a la question de l'indemnisation, et puis on verra qu'il y a aussi la question de la reconstruction et du dévoilement des causes qui concernent les collectifs de travail. Alors pour parler de tout ça, je suivrai trois grands points. Le premier, en fait, je reviendrai un petit peu sur le fonctionnement de la branche AT-MP, donc accident du travail, maladie professionnelle, c'est-à-dire la branche de la sécurité sociale qui prend en charge le risque professionnel et qui est financée par les employeurs à ce titre. Et puis ensuite, j'exposerai quelques-uns des processus qui expliquent la sous-déclaration, puisque cette branche est insuffisamment sollicitée. Donc la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, en développant brièvement trois grands processus d'invisibilisation des liens entre santé et travail qui font que les travailleurs travailleuses ne vont pas se tourner vers la caisse pour déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles. Et puis, peut-être aussi en fonction du temps, parce que je ne sais pas trop ce que ça donnera, je voudrais vous parler dans un dernier temps d'une manière de se saisir de ce dispositif de reconnaissance en accident du travail et maladie professionnelle, qui est avant tout un dispositif d'indemnisation, mais je voudrais montrer, en développant le cas d'une association qui s'appelle ASD Pro, montrer qu'on peut aussi se saisir de ce dispositif dans le cas de la souffrance au travail, donc des atteintes psychiques, comme pour se reconstruire, et aussi pour donc dévoiler les causes collectives des atteintes à la santé. Donc j'en viens à mon premier point, celui qui rappelle un petit peu le fonctionnement de la branche accident du travail, maladie professionnelle. J'ai à ma droite un bien plus grand spécialiste, donc si je dis des bêtises, je sais qu'il pourra préciser. Mais donc simplement pour rappeler un petit peu l'essentiel, en tout cas ce qui me paraît essentiel de savoir pour comprendre la suite, c'est que cette branche, elle est basée sur ce qu'on appelle dans le milieu des gens qui s'intéressent à ces questions de santé au travail, qui s'appelle le fameux compromis historique de 1898. Et donc ce compromis historique, il dit que en cas d'accident du travail, de maladie professionnelle, le salarié va être indemnisé forfaitairement. Donc forfaitairement, ça veut dire qu'on a prévu un forfait d'indemnisation et qu'on ne va pas indemniser tous les préjudices. On indemnise forfaitairement. Et qu'on va faciliter en fait l'obtention de cette indemnisation en disant que dans un certain nombre de cas, le salarié n'aura pas à prouver la responsabilité de l'employeur. Donc ces cas, c'est quand l'accident du travail a lieu au temps et au lieu de travail, ou lorsque la maladie professionnelle est inscrite au tableau des maladies professionnelles. Sauf que un certain nombre d'accidents du travail ont lieu en dehors du lieu et du temps de travail. C'est tout particulièrement le cas pour les suicides et tentatives de suicide. Et un très grand nombre de maladies ne sont pas inscrites au tableau des maladies professionnelles. Et du coup, dans ces cas-là, quand on veut quand même faire reconnaître l'atteinte à la santé comme relevant d'une cause professionnelle, c'est aux salariés ou à ses ayants droit de prouver le lien entre l'activité professionnelle et les atteintes à la santé dans le cadre d'une procédure qui est contradictoire, c'est-à-dire que le salarié et l'employeur sont interrogés par l'inspecteur ou l'inspectrice de la caisse
Et puis ensuite, voilà, l'affaire se poursuit et dure assez longtemps. Les procédures sont assez complexes et peuvent mener en fait très loin, hein, parce que le début de tout ça, ça se passe dans la sécurité sociale, mais ensuite ça peut aller jusqu'à la Cour de cassation, puisqu'on peut poursuivre en fait les divers recours. Et donc ça, c'est aussi un premier point sur lequel je voudrais insister, c'est que l'employeur et le salarié ne sont pas du tout à armes égales face à ces procédures. Le salarié ou l'ayant droit est un petit peu tout seul face à une procédure qui est complexe et qui est peu intuitive, hein. Si vous avez déjà eu affaire au langage de l'assurance maladie, il est parfois peu clair ou peu accessible. Et donc il est plus simple pour l'employeur, qui est généralement doté de davantage de ressources humaines, juridiques, financières, pour s'engager dans de telles procédures. Voilà, ça c'est un premier point sur lequel je voulais insister. Et alors le deuxième rappel que je voulais faire sur le compromis historique de 98, c'est donc il y a cette histoire d'indemnisation forfaitaire dans un nombre de cas qui finalement est assez réduit. Et le second, c'est que finalement on va imaginer un système où on va essayer de faire en sorte que l'indemnisation coûte plus cher que la prévention, pour inciter l'employeur finalement à prévenir plutôt que guérir. Donc c'est pour ça que en tout cas en théorie, la branche AT-MP fonctionne sur un principe de proportionnalité entre le montant des cotisations versées par les employeurs à la branche et les atteintes, quoi, la sinistralité de l'employeur. Donc en principe, c'est ce qui se passe, mais donc vous voyez bien que déjà un certain nombre d'accidents du travail, maladie professionnelle ne sont pas reconnus, ce qui est un premier frein en fait entre les atteintes et la proportionnalité. Et un second, il y a tout un tas en fait de freins, hein, mais un second, c'est que l'employeur peut faire valoir donc ce qui s'appelle l'inopposabilité, c'est-à-dire que même en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle reconnue, l'employeur peut dire, pour un certain nombre de raisons, peut dire à la caisse qu'il ne peut pas être tenu pour responsable de cette atteinte et par conséquent qu'il n'a pas à payer de surcote, parce que ça fonctionne comme une assurance. Donc, par exemple, quand l'employeur estime et fait valoir qu'un certificat médical a été mal rédigé, il peut faire valoir son droit à l'imposabilité, de même si la caisse n'a pas respecté les délais réglementaires prévus, ce qui peut arriver assez fréquemment puisque les caisses, on le sait bien, l'assurance maladie sont relativement débordées. Donc finalement, tout ça brouille le lien entre les atteintes et le montant des cotisations. Ce qui fait que cette idée-là de faire en sorte que produire des atteintes coûte plus cher que de prévenir est tout à fait discutable dans la pratique. En fin de compte, et je termine là sur ce premier point là-dessus, il y a un seul dispositif, à ma connaissance, qui est prévu par l'assurance maladie, qui implique directement l'employeur, c'est-à-dire qui ne l'implique pas sous la forme d'une hausse de ses cotisations et qui désigne directement sa responsabilité, hein, puisque dans le cas de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, c'est pas vraiment la responsabilité de l'employeur qui est engagée, mais c'est simplement l'existence d'un lien direct et certain entre les atteintes à la santé et l'activité professionnelle qui est reconnue. C'est pas forcément la responsabilité de l'employeur. En revanche, donc l'assurance maladie prévoit donc le dispositif qui s'appelle la faute inexcusable de l'employeur. Et là, dans ce cas-là, c'est effectivement la responsabilité de l'employeur qui est reconnue directement. Et c'est l'employeur qui va verser une somme d'argent qui dédommage certains préjudices. Voilà, donc pour vous donner un exemple, hein, en cas de décès, dans le cadre de la faute inexcusable, dans le cadre d'un suicide par exemple, une indemnisation, elle va tourner autour de 30 à 40 000 euros selon le lien de parenté entre la victime et l'ayant droit. Vous voyez qu'on n'est pas non plus sur des sommes extraordinaires. Voilà pour le premier point. Et donc le message essentiel que je voulais porter dans ce premier point, c'était rappeler comment la branche fonctionne et aussi rappeler que finalement le principe donc de la proportionnalité entre les atteintes et les cotisations est assez discutable. Et le second point que je voudrais développer, c'est celui donc des processus d'invisibilisation, puisque finalement,
Là, j'ai parlé de la question des atteintes reconnues ou presque reconnues et du paiement derrière, mais il y a aussi toute la question de la sous-déclaration. Et juste pour rappel, hein, la sous-déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles est bien connue et pour le coup est reconnue par les comptes publics, puisque tous les 3 ans, la Cour des comptes produit un rapport qui évalue ce qu'a coûté la sous-déclaration à la branche professionnelle au régime général, puisque vous imaginez bien, si vous êtes victime d'un accident du travail, enfin d'un accident ou d'une maladie, et qu'elle n'est pas prise en charge par la branche professionnelle, en règle générale, elle va être prise en charge par le régime général, c'est-à-dire par nous tous, nous toutes, et pas du coup par l'employeur. Donc la Cour des comptes établit évalue le coût de cette sous-déclaration et la branche AT-MP reverse une somme donc j'ai vérifié hier, qui est de l'ordre d'1 milliard d'euros quand même, c'est beaucoup, au régime général au titre de cette sous-déclaration. Alors du coup, quels sont ces processus qui font que les travailleurs-travailleuses vont sous-déclarer ? On pourrait en parler extrêmement longtemps, mais j'ai choisi d'en rapporter seulement 3. Le premier, c'est le confinement. Et je ne vous parle pas du tout du confinement qui a été mis très très à la mode ces dernières années. Je parle d'un confinement qui, en matière de santé au travail, est beaucoup plus ancien et bien connu. C'est-à-dire que les problèmes de santé au travail sont généralement discutés dans des arènes qu'on dit discrètes, c'est-à-dire qu'elles sont peu connues, elles sont assez confidentielles, et les problèmes restent donc confinés. Et donc on a par exemple plusieurs collègues, donc je ne vais pas tous les citer, mais j'en cite quand même quelques-uns. Emmanuel Henry, qui s'est intéressé à l'amiante et qui lui parle de la sociologie des non-problèmes. C'est-à-dire qu'on en vient en fait à essayer d'étudier comment on a réussi à ne pas faire de problème avec l'amiante, par exemple. On a aussi Judith Raynorn qui travaille sur, donc c'est une historienne qui a travaillé sur le saturnisme, enfin sur les méfaits du plomb. Et elle, donc, elle assume l'ambition agnotologique de ses recherches, c'est-à-dire qu'elle essaye de raconter l'amnésie collective, je la cite, hein, amnésie collective, intermittente, le confinement et le bégaiement des argumentaires. Parce que finalement, le plomb, il a quelque chose de très très intéressant, c'est que on avait connaissance de ses effets nocifs bien avant son industrialisation. Donc ça, c'est quand même quelque chose de spécifique, c'est-à-dire qu'il y a certains produits dont on a découvert la dangerosité au fur et à mesure de leur utilisation, de leur industrialisation. Le plomb, c'est l'inverse. On savait que c'était dangereux et ensuite on l'a industrialisé. Et pourtant, on a mis des siècles en fait à l'interdire. Et à l'interdire dans la loi et à l'interdire dans les faits, c'est pas encore tout à fait le cas, puisqu'il y a encore aujourd'hui des enquêtes de la mairie de Paris qui donc font des enquêtes sur l'habitat insalubre, parce qu'il y a encore des appartements, des logements sociaux qui contiennent de la peinture au plomb et qui sont très dangereuses pour les habitantes de ces logements. Voilà, je peux aussi mentionner, pour terminer, donc les travaux de Rémi Ponge, qui lui a vraiment travaillé sur la prise en charge syndicale des questions de souffrance au travail et qui a montré finalement que, en fait, les syndicats se sont occupés des questions de souffrance au travail bien avant l'affaire France Télécom, mais qu'avec ces histoires de bégaiement, de confinement, d'oubli, en fait, on a l'impression peut-être parfois de recommencer à zéro alors que les choses avaient déjà été débattues auparavant. Donc il y a des périodes comme ça de mise en lumière, de visibilité, et plouf, après on repasse dans des moments de confinement. Deuxième processus d'invisibilisation que je voulais évoquer avec vous, c'est celui de l'accommodement. Et ça, je pense qu'il est vraiment très très important de le garder en tête. L'accommodement, c'est finalement l'ensemble des processus qui font que les individus, les groupes professionnels, naturalise les atteintes à la santé au travail, c'est-à-dire considère que c'est normal en fait, et qu'il n'y a rien à faire à ce niveau-là, c'est comme ça, voire même ça peut être pas vraiment perçu. Et là, je peux donner l'exemple du travail de Florent Schepens, qui est vraiment super intéressant de ce point de vue-là. Lui, c'est un sociologue qui a travaillé sur les bûcherons. Et donc les bûcherons, c'est un des groupes professionnels qui a le plus d'accidents du travail. C'est très très dangereux d'être bûcheron. Et donc il montre en fait que ce groupe professionnel a ce qu'il appelle une idéologie défensive de métier qui est poussée à l'extrême. C'est-à-dire que finalement, vu le nombre d'accidents du travail qui touchent ce groupe professionnel, on peut se dire que c'est un métier qui est dangereux. Et en fait, les bûcherons vont
faire porter la responsabilité des accidents sur les individus. Ils vont dire finalement, si tu as eu un accident, c'est parce que tu étais fatigué, parce que tu étais mal préparé, etc. Et en faisant porter donc la responsabilité sur l'individu, ça c'est mon collègue tout à droite qui en parlera certainement, mais c'est une façon en fait de se défendre des risques du travail. C'est-à-dire que si on repousse la faute sur l'individu, on éloigne le risque de soi-même, puisque on se dit que nous en fait on sera bien préparé, on sera pas fatigué et ça se passera bien. Je prends cet exemple des bûcherons parce qu'ils vont beaucoup plus loin, les bûcherons, c'est-à-dire que dans le cas où finalement le bûcheron a eu un accident mais qu'il n'était pas il n'était pas fatigué, il était compétent, il était bien formé, il était bien préparé, etc. Il a malgré tout un accident. Et Florent Schepens montre que ces bûcherons vont recourir à ce qu'il appelle, Florent Schepens, c'est un peu les bûcherons, l'ordalie forestière. C'est-à-dire qu'ils vont prêter à la forêt des intentions et ils vont dire que finalement c'est normal, de temps en temps la forêt reprend des hommes. Puisque les hommes vont y travailler, de temps en temps, la forêt reprend certains de ces hommes. Et donc voilà, ça c'est un exemple vraiment extrême, effectivement, comme le dit Florent Schepens, de manière de repousser, en fait, de normaliser, naturaliser les atteintes à la santé au travail. Et dernier processus d'invisibilisation que je voulais évoquer avec vous, c'est l'individualisation. Alors là, on se situe davantage dans le contexte des organisations du travail, donc des entreprises, des entreprises publiques, des administrations. Et dans ces grandes organisations productives, l'individualisation, c'est un processus qui est vraiment bien connu pour invisibiliser les liens entre atteinte à la santé et organisation du travail. Donc, c'est des tendances qui sont d'ailleurs souligné, amplifié par la manière dont ces entreprises, administrations organisent la prévention des atteintes à la santé au travail. Notamment, donc, ils vont utiliser des dispositifs qui sont de plus en plus individualisants. Par exemple, sur les questions de souffrance au travail, les employeurs vont de plus en plus recourir à des lignes d'écoute confidentielles, à des tickets psy, donc vont financer les consultations de psy. Bon, il y a des choses qui ont été très médiatisées sur la sophrologie, des choses comme ça, mais finalement, en fait, derrière toutes ces pratiques de prévention, il y a deux idées en fait. Il y a une première idée qui est celle que finalement s'il y a souffrance, s'il y a atteinte, c'est parce que ça vient pas du collectif de travail, ça vient pas de l'organisation du travail, ça vient des individus. Ça, c'est la première idée. Et la seconde, qui va très bien avec, c'est que finalement, pour résoudre ces problèmes de souffrance au travail, il faut mieux équiper l'individu plutôt que de réfléchir aux causes collectives de cette souffrance. Et donc, mieux équiper l'individu, ça va passer par le coaching, le psy, etc. Ou alors, finalement, placer le salarié à d'autres postes ou le licencier en disant qu'il manque de compétences émotionnelles ou qu'il n'est pas capable de faire face, etc. Bon. Là, vous pouvez penser, bien sûr, à l'affaire France Télécom. Et puis, je parle aussi de l'individualisation parce qu'on trouve derrière cette individualisation et ces nouvelles méthodes de prévention très individualisantes des logiques très anciennes, en fait, et que Judith Raynorn, en parlant du plomb, mettait aussi en avant, qui sont les logiques hygiénistes. C'est-à-dire hygiénistes, pas au sens d'apprendre la propreté, mais d'adapter la main-d'œuvre au risque du travail plutôt que l'inverse. Donc, on va dire, plutôt que de supprimer les risques, on va faire en sorte que la main-d'œuvre soit mieux capable de faire avec. Donc, pour reprendre l'histoire du plomb, Judith Raynorn a montré que, alors qu'on savait très bien, que les patrons et les médecins savaient très bien que le plomb était très dangereux pour la santé et que les morts s'accumulaient et que les services hospitaliers étaient complètement encombrés d'ouvriers du plomb, soit peintres, soit fabricants de peinture. Finalement, on a mis en avant, ces patrons et certains médecins ont mis en avant l'alcoolisme de ces ouvriers, en disant que finalement c'est parce qu'ils étaient alcooliques qu'ils avaient du mal à faire avec, que si finalement ils arrêtaient de boire, ça irait mieux, ce qui n'est pas complètement faux, mais qui n'est pas certainement l'origine de leurs problèmes. Voilà, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps.
Il me reste 2 minutes, donc je ne vais pas trop développer mon dernier point. Je vais simplement finalement redire un peu de manière programmatique. Je voulais et ça fera la conclusion en même temps, je voulais vous parler dans un dernier temps donc, de l'association ASD Pro. Donc, c'est une association qui, donc ça veut dire Association d'aide aux victimes et aux organismes confrontés au suicide et dépression professionnelle. Et donc c'est une association qui accompagne des victimes ou leurs ayants droit dans des démarches de reconnaissance de suicide, tentative de suicide, dépression en accident du travail ou maladie professionnelle. Et donc évidemment ils se retrouvent dans ce que j'ai dit en premier, c'est-à-dire que plus il y a d'accidents de travail, maladie professionnelle reconnue, plus la cotisation va augmenter, plus ça va inciter l'employeur, en tout cas théoriquement, à prévenir. Mais ce qui les motive plus profondément, je pense, enfin en tout cas au moins autant, c'est l'idée qu'en fait, en se frottant, les victimes et les ayants droit, en se frottant au dispositif de reconnaissance, ça va les pousser en fait dans le cadre, enfin je vous ai dit, ils ont à prouver le lien entre leur activité de travail et leur état de santé. Et donc de faire ce lien-là contribue à leur reconstruction, à leur guérison, avec tous les guillemets qu'il faut y mettre, ce qui évidemment ne peut pas marcher de la même façon pour d'autres atteintes. Je pense au cancer, même si on raconte comment le lien s'est fait, difficile d'en guérir. Pour la souffrance, on a cette nécessité de reprendre la main sur le cours de son histoire, reprendre en main son récit professionnel, le récit de ses atteintes à la santé. Et puis, dernier point qui est très intéressant dans leur démarche, c'est que pour eux, donc, cette prévention qui est tertiaire, on dit que la prévention tertiaire, c'est celle qui finalement indemnise et favorise le retour au travail, en gros, elle permet aussi de contribuer à la prévention primaire. Prévention primaire, en gros, c'est agir sur les causes, donc supprimer les causes de la souffrance. Et donc, du coup, c'est généralement les conditions de travail qui sont visées dans la prévention primaire. Et donc, finalement, pour ASD Pro... Et là, je cite un des fondateurs, Dominique Huez, qui est médecin du travail, qui nous dit que c'est parce que donc je le cite, c'est parce que les sujets en souffrance sont moins aliénés par leur défense psychique qu'ils sont plus réceptifs au dévoilement des causalités professionnelles à laquelle une démarche d'investigation compréhensive, chacun à son rythme, est possible. Et donc finalement, il nous dit qu'en s'appuyant sur le discours, les récits de ces personnes qui sont en situation de souffrance, on peut mieux identifier les causes pour tout le monde, y compris pour les gens qui sont encore suffisamment en bonne santé, qui sont encore protégés par leurs barrières défensives. Voilà. Et pour vraiment conclure cette fois-ci, je voudrais à nouveau insister sur la difficulté en fait qu'il y a d'utiliser cet outil de la reconnaissance ATMB, notamment dans les cas de souffrance au travail, parce que c'est des démarches qui sont extrêmement longues et qui sont très difficiles à porter aussi bien individuellement que collectivement par les syndicats, parce que les syndicalistes sont fatigués, ils sont de moins en moins à faire de plus en plus de choses, et donc faire ces accompagnements finalement un petit peu individuels, c'est très difficile pour eux, et donc voilà, ça fait partie des freins à l'utilisation de cet outil comme arme pour prévenir la santé au travail. Merci beaucoup Maëlle.